Aurore Berger est l'invitée du premier numéro de LCP, l'indice et politique de 2025. Bonsoir et très bonne année politique à vous tous pour 2025. Il semblerait qu'elle commence déjà sur les chapeaux de roue. Bonsoir Aurore Berger, bonsoir. Merci d'être sur le plateau. Bonsoir Hugo Couturier. Bonsoir. Hugo au perchoir, que vous pouvez retrouver sur la chaîne Twitch LCP Assemblée Nationale. C'est vous, Hugo, qui nous remontrez toutes les interpellations, parfois étonnantes, de ceux qui vous suivent. Vous disiez, il y a consensus en France, grosso modo. Sauf qu'hier, il y a des milliers d'anti-EVG, et parmi eux Philippe de Villiers, qui ont manifesté à Paris contre la loi Veil, qui a été adoptée en France il y a 50 ans, sur le droit à l'avortement. Est-ce que ça vous choque, ce genre de manifestation ? C'est évidemment pas les convictions qui sont les miennes et les idées qui sont les miennes. Moi, encore une fois, ce qui m'interpelle, c'est que ça crée un climat aujourd'hui quand vous interrogez des femmes qui ont encore recours à l'avortement. Il y aura toujours des femmes qui auront recours à l'avortement. Il y a encore cette culpabilité qui existe, cette honte qui persiste d'avoir eu recours à ce qui est tout simplement une de nos libertés fondamentales et un de nos droits. Vous n'avez pas répondu à ma question, Robert. Est-ce que ça vous choque, ce genre de défilé ? Est-ce que ça ne devrait pas être tout simplement interdit ? Interdit, c'est pas à moi d'en dessiner, c'est à la préfecture. Est-ce qu'il aurait dû, le préfet, l'interdire ? Vous savez que les motifs d'interdiction, c'est le trouble à l'ordre public. Et c'est uniquement ça. Et donc vous pouvez avoir des manifestations tout à fait détestables, et je la trouve tout à fait détestable, des manifestations auxquelles vous êtes fondamentalement opposés, et pourtant qui existent. Mais qui remet quand même en cause un droit constitutionnel, là, quand même. Je suis bien d'accord. C'est comme si les gens descendaient pour la peine de mort dans la rue. Oui, mais c'est toujours la frontière qui doit exister entre la liberté d'expression, quand bien même... Mais ça ne vous choque pas plus que ça ? Non, mais attendez, moi, j'ai été la première à déposer une proposition de loi pour constitutionnaliser l'IVG. J'ai parlé et témoigné aussi sur moi-même et le fait que j'y avais eu recours. Donc, vous connaissez, je pense que tout le monde connaît mes convictions sur le sujet. Après, je suis une responsable politique et donc je ne veux pas qu'on applique ce que je détesterais qu'on applique sur d'autres sujets de liberté d'expression. C'est juste ça que je dis. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est qu'en 50 ans, on n'a toujours pas réussi à franchir un cap qui est de considérer qu'une femme qui avorte, eh bien, elle a le droit de le faire et qu'elle a le droit de le faire sans être jugée, sans avoir honte et sans se sentir coupable. Et aujourd'hui, du fait de ces manifestations, du fait de ces mouvements, eh bien, il y a encore des femmes qui vivent dans cette honte. Hugo. Pourquoi vous ne l'avez pas tweeté, ça, par exemple ? J'ai regardé votre compte Twitter. Vous n'avez pas dénoncé ces manifestations. Vous êtes pourtant ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre les discriminations. Vous avez une parole en tant que féministe. Pourquoi vous ne vous exprimez pas pour dire c'est scandaleux, ça fait 50 ans qu'on se bat, vous avez fait des tweets sur la loi Veil. Pourquoi tout simplement, vous ne dénoncez pas ces manifestations ? C'est votre rôle politique aussi. Pour deux raisons. Déjà, parce qu'un rôle politique, c'est pas uniquement de tweeter. Et j'ose espérer que notre action politique soit jugée justement plus pas que sur le commentaire, mais sur l'action qu'on mène. L'action que j'ai menée, c'est pour que l'IVG, les délais soient allongés de 12 à 14 semaines, pour que les sages-femmes puissent pratiquer les IVG. Ce que veut dire Hugo, c'est ce que dit sa communauté, c'est que ça étonne beaucoup de gens que vous n'ayez pas réagi. Oui, mais le problème, il est toujours là, c'est-à-dire que vous réagissez, vous donnez aussi de la visibilité, encore une fois, à cette manifestation et à ce mouvement-là. Tous les médias en ont parlé de cette manif, donc que vous en parliez ou vous en parliez pas, la visibilité, elle existe. Moi, je me pose la question, et c'est ma liberté de responsable politique que de me poser la question de savoir s'il faut de manière systématique réagir au risque, encore une fois, d'amplifier. Est-ce qu'un tweet aurait changé la donne ? Je ne crois pas. Alors, ce qui change la donne, c'est l'effectivité des droits, et c'est ce qu'on fait, notamment pour garantir l'effectivité des droits d'accès à l'avortement partout sur notre territoire. On va rester sur la question des réseaux sociaux. Oui, et justement, vous disiez, le rôle d'un responsable politique, c'est pas que de tweeter. Justement, aujourd'hui, c'est l'investiture de Donald Trump et il y a le Hello Quietix, donc le Hello Kitix, pour quitter la plateforme. Est-ce que vous, tout simplement, vous allez quitter, vous aussi, Twitter aujourd'hui ? Non. J'ai pas pris cette décision-là, déjà parce que je ne pense pas que ça aura aujourd'hui un impact. C'est ça le vrai sujet, c'est est-ce que ça a un impact ou pas de quitter cette plateforme-là. Je respecte totalement ceux qui le font. La question, c'est la régulation qui peut exister ou qui n'existe pas. La question, c'est l'influence que ces réseaux ont. Vous le voyez bien, regardez, votre première question a été de me dire pourquoi vous n'avez pas tweeté. Deuxième question, pourquoi vous ne quittez pas Twitter ? Donc vous voyez, à un moment, vous-même, en tant que journaliste, immédiatement, on est interrogé sur est-ce qu'on tweete ou est-ce qu'on ne tweete pas. Peut-être qu'en le quittant, moi, j'aurais plus cette question-là, mais... voilà, vous avez la solution. C'est peut-être un argument. Vous avez la solution, Clément. Hugo ? Il y a des réactions sur ce fameux conclave dans le chat. Il y a Zéphyr qui dit « Laissez parler le MEDEF qui s'opposera à toute solution autre qu'un âge avancé. Peut-on parler vraiment d'utilité ? Notre Premier ministre le sait bien. » Que le MEDEF va de toute façon empêcher et bloquer, et qu'on est sur la position du s'il n'y a pas de compromis, on reste là où on en est. Moi, je ne suis pas sûre de ça. Il y a eu un accord récemment sur la question de l'assurance chômage avec les partenaires sociaux. Et il y avait autour de la table et la CFDT et le MEDEF.
Donc il ne faut pas partir du principe ni que les organisations syndicales vont vouloir faire des propositions irréalistes comme le retour à la retraite à 60 ans, ni que le MEDEF va dire que par principe, il est opposé à tout. On n'est pas habitué, en fait, à essayer, à espérer, faire confiance aux partenaires sociaux, mais je pense qu'il faut qu'on s'en donne les moyens. Surtout au MEDEF, les gens font pas confiance. Ça dépend du point de vue. Clément. Oui, Madame Berger, au moment où on se parle, Donald Trump est en train de faire son discours. Il vient de déclarer que les États-Unis allaient reconnaître seulement 2 genres, hommes et femmes. Vous êtes en charge, évidemment, des luttes contre les discriminations envers les personnes transgenres. Vous avez fait polémique parce que vous avez reçu 2 militantes ouvertement transphobes, Dora Muto et Marguerite Stern. Comment vous allez, vous, en France, protéger, en tant que ministre, avec vos actions, les personnes trans qui sont victimes de discrimination, de menaces, d'injures, de diffamation? C'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que la loi, elle protège, évidemment, quelle que soit l'identité de genre, quelle que soit l'orientation sexuelle, quel que soit le sexe. C'est ce que disent aujourd'hui nos textes. Il n'y a pas du tout vocation à les changer. C'est aussi pour ça qu'on souhaite assumer qu'au sein de nos établissements scolaires, on puisse, encore une fois, expliquer que des différences, ça existe, et que, encore une fois, mais c'est un enjeu qui est majeur, parce qu'on voit malheureusement le harcèlement ou le cyberharcèlement. Vous regrettez de les avoir invités, de les avoir reçus? Je ne les ai pas reçus en tant que ministre, je les ai reçus quand j'étais députée, je m'en suis exprimée à peu près, je ne sais pas, 10 000 fois. Et c'est tenace, c'est bon. Les gens vous en veulent, c'est pour ça. Oui, non, certaines personnes m'en veulent, beaucoup de comptes anonymes. Ce qui est aussi un sujet en démocratie, que systématiquement, et sujet des réseaux sociaux toujours. Ces attaques n'existent que par l'insulte, que par la menace et que par l'anonymat. Je pense qu'on peut s'interroger là-dessus. Accessoirement, il ne faut pas oublier qu'elles ont été les premières aussi à lutter sur la question des féminicides. Et c'est aussi dans ce cadre-là, surtout d'ailleurs dans ce cadre-là, que je les avais reçues et qu'on avait pu échanger. La loi est claire, la loi doit protéger, quelle que soit l'identité, quelle que soit l'orientation, quel que soit le sexe. Précisément, qu'est-ce que vous voulez changer dans la loi? Alors, c'est pas d'inscrire l'antisionisme dans l'antisémitisme. C'est plus complexe que ça. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, l'antisémitisme, il a changé de visage. Qu'il en a surtout plusieurs, notamment, en effet, ce qui est l'antisionisme. Et l'antisionisme, je rappelle que ce n'est pas la critique libre, évidemment, du gouvernement. Ça n'a jamais été ça, l'antisionisme. L'antisionisme, c'est, encore une fois, d'attaquer la légitimité et l'existence même d'un État, qui est un État souverain. Qu'est-ce que vous voulez renforcer dans la loi, du coup? Eh bien, il y a justement cette caractérisation de ce qu'est l'antisémitisme aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui? C'est ce sur quoi, justement, les assises vont pouvoir travailler. Mais pour vous, c'est quoi? C'est pour ça qu'on fait appel à des avocats, c'est pour ça qu'on fait appel à des magistrats. Aurore Berger. Oui, très bien, mais moi, Aurore Berger, ce que je fais, c'est que je fais des choses sérieuses. Et je ne fais pas une annonce à l'emporte-pièce, je fais des choses sérieuses avec des avocats, avec des magistrats, de manière à savoir comment mieux caractériser les choses, parce que vraisemblablement, il y a des faits qui nous apparaissent comme étant des faits d'antisémitisme et qui ne sont pas suffisamment clairement établis pour qu'ensuite ils puissent être appréhendés par la question. Oui, Madame Berger, je suis un peu mal à l'aise, moi, dans la situation actuelle en France. Je m'estime comme étant quelqu'un plutôt déconstruit sur les violences faites aux femmes, etc., etc. Et il y a quand même une offensive réactionnaire dans le pays contre le droit des femmes. On a parlé de l'IVG, on a parlé d'autres sujets, notamment sur l'EVARS. Il y avait dans le précédent gouvernement un ministre... L'EVARS, l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Donc, qui est en gros, dès l'enfance, apprendre le consentement aux enfants. Et certains disent, oui, mais c'est aux parents de faire ça, etc. Il y a cette offensive-là, et il y a des femmes, toujours, qui ne se sentent pas en confiance quand elles sont à côté d'un homme dans le métro, etc. En tant qu'homme, qu'est-ce que nous, on peut faire? C'est peut-être bête comme question, mais qu'est-ce que moi je peux faire? J'essaie de faire de mon mieux, d'écouter, mais comment on peut arriver à... Non, je pense que c'est pas bête comme questionnement, parce que c'est le principal questionnement qui est posé justement par l'affaire Mazan. C'est un moment, quelle est la responsabilité de la société, hommes et femmes, et comment on peut ensemble faire avancer les choses. Moi, je crois évidemment au rôle éducatif, et l'idée de l'éducation à la vie affective, c'est pas de remplacer les parents, c'est d'assumer que déjà il y a un fléau dans notre pays qui s'appelle les violences sexuelles, et que les violences sexuelles, elles arrivent dans l'intimité, et quand elles arrivent dans l'enfance, elles arrivent dans la famille. Mais même ça, quand vous dites qu'il ne s'agit pas de remplacer les parents, même ça fait polémique. En disant, certains disent l'école va remplacer les parents. Oui, mais tout est polémique. Non, mais vous imaginez le débat un peu. C'est le moment politique dans lequel on est. Mais vous imaginez le débat. Mais c'est pas parce que c'est polémique de normal il ne faut pas le faire. Et je pense qu'il faut évidemment qu'on s'y engage très clairement, parce que c'est comme ça qu'on traite le sujet à la racine. C'est la manière avec laquelle, dès le plus jeune âge, on est éduqué en tant que fille et en tant que garçon. Évidemment. Alors justement, l'éducation affective et sexuelle à l'école, Clément. Justement, ce nouveau programme, il est entre les mains du Conseil supérieur de l'éducation, si j'ai bien compris, là, depuis quelques semaines, après la polémique qu'il avait déclenchée, notamment chez vos alliés de la droite républicaine et puis également au sein du Rassemblement national. On en est où exactement ?
Alors, on en est là où vous le décrivez, c'est-à-dire finalisation des programmes avec Elisabeth Borne. L'idée, c'est que fin du mois ou début février, ces nouveaux programmes puissent sortir, parce qu'en fait, là, tout le monde fantasme sur des programmes qui ne sont même pas finalisés et qui, de toute façon, seront rendus publics. Donc, ce sera totalement transparent. Les parents qui s'inquiètent, parce que c'est sûr qu'à force d'entendre les horreurs absolues qu'on lit sur ce que, soi-disant, on voudrait mettre dans la tête de nos enfants, je pense qu'il y a des parents sincères mais qui s'inquiètent. Entre parenthèses, c'était un ministre il y a encore 15 jours qui disait ça. Oui, mais je l'avais dit publiquement et je vais condamner publiquement les propos qui ont été les siens, parce que je pense qu'il a participé de ce climat-là. Et ce qui m'inquiète, c'est sans doute qu'il n'avait pas lu les programmes envisagés. Et vous pensez que ça lui a valu son poste ? J'en sais rien, mais en tout cas, je pense que c'est bien qu'il n'ait pas été renouvelé à ce poste-là. Est-ce que vous craignez qu'on aboutisse à une version édulcorée de ce programme ? Non, parce qu'on y travaille main dans la main, moi-même et Elisabeth Borne. Vous avez des garanties là-dessus ? De la même manière que je pense que personne ne peut dire qu'on est dangereuse wokiste, je pense que personne ne peut nier notre engagement sur l'éducation et l'éducation dès le plus jeune âge des filles et des garçons. Donc je pense qu'on arrivera, et je l'espère, à un programme cohérent, solide, dès le plus jeune âge, où évidemment, en fonction de l'âge de nos enfants, en fonction de la maturité, moi je suis moi-même une maman, mais même ma petite fille de 2 ans, il y a des choses que je sais lui dire. Je sais lui dire et je sais lui parler de qui a le droit de la toucher, de ne pas le droit de la toucher, son corps, le respect. Ça s'apprend dès le plus jeune âge. Et quand on ne l'apprend pas dans la famille, parce que malheureusement, dans certaines familles, on nous apprend le pire, eh bien, il faut qu'au moins dans votre vie, vous ayez un référent à l'école, que ce soit une infirmière scolaire, que ce soit un intervenant agréé, que ce soit un enseignant, qui vous dise que ce qui vous arrive est tout sauf normal. Parce que c'est ça aussi l'enjeu dès le plus jeune âge. Pourquoi on l'a mis dès la maternelle ? Est-ce que vous êtes Parce qu'il y a des enfants qui sont concernés. Est-ce que vous êtes sûr que ce sera respecté dans tous les établissements scolaires ? Ce sera la loi. Non, mais je vous le dis. Aujourd'hui, elle ne s'applique pas. Pourquoi je vous dis ça ? Il faut qu'elle s'applique. Est-ce que vous êtes sûr que ça s'appliquera, y compris dans l'enseignement catholique ? Mais pourquoi ça ne s'appliquerait pas ? Parce qu'il y a des choses qui ne s'appliquent pas. Mais je pense que, il n'y a pas de. L'enseignement, c'est pas à la carte. Peut-être, mais vous savez bien, dans certains établissements catholiques, il y a des choses qui ne sont pas faites. Et donc, il faut, à un moment, qu'on respecte la loi et qu'on respecte le cas, d'autant plus quand on est soutenu par l'État et par tous les Français. Moi, je suis une fervente défenseur du fait que les parents soient libres de leur choix entre l'enseignement public et l'enseignement privé. J'ai d'ailleurs moi-même fait les deux quand j'étais enfant, donc j'ai aucune difficulté par rapport à ça. Par contre, encore une fois, face au fléau des violences sexuelles dans l'enfance, face au fléau des violences intrafamiliales, face aux enjeux majeurs sur l'éducation, face au fait que sinon nos ados, ils vont s'informer ailleurs et ils vont se Donc ça devra être fait dans tous les établissements scolaires. Il faut que ce soit fait dans tous les établissements scolaires. On prend note. Une toute dernière question personnelle, vite. Oui, 30 secondes. Très rapidement, il y a une question dans le chat vous concernant, Madame Berger, sur ce que vous venez de dire. Comment imaginer qu'on puisse vous faire confiance à quelconque de vos paroles alors que vous avez menti en commission d'enquête ? Vous êtes sous le coup d'une enquête, d'un signalement de... Alors vite, réponse, parce qu'il nous reste 30 secondes. Déjà, je n'ai pas menti, et deux, je ne suis pas sous le coup d'une enquête. Bon, voilà, on va terminer là-dessus, parce qu'on ne va pas rouvrir le dossier, ça serait très, 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 très long. Merci Aurore Berger d'avoir été avec nous pour l'indice et politique sur LCP. Bonne soirée sur la chaîne parlementaire. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.